Bonjour, bienvenue, Ecorama, émission spéciale enregistrée. Vous le savez, bien sûr, on est présent à la REF du MEDEF à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. Rendez-vous incontournable, économique, politique, dont Boursorama est l'un des partenaires médias. Votre invité à présent, c'est Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, il y a plein de trucs à voir ensemble. Notamment, j'ai vu pendant les vacances, c'est tombé les chiffres de croissance de la France pour le deuxième trimestre, qui ont surpris positivement. Pour une fois, on va apprécier. C'était fin juillet, plus 0,5%. On résiste, la France résiste. Oui, la France résiste plutôt, et donc je vais avouer m'être probablement trompé, comme tous les prévisionnistes, que je ne suis pas. Mais c'est vrai que le Haut Conseil des finances publiques que je préside avait estimé à plusieurs reprises que la prévision de croissance du gouvernement de 1% pour l'année 2023 était optimiste. On a 0,8% d'acquis de croissance désormais. On a un acquis de croissance de 0,8, donc elle devient crédible. Amende honorable. Oui, enfin, windfall gain aussi, des surprises heureuses qui sont dues parfois à la conjoncture, parfois à la structure, mais on ne va pas faire la fine bouche, tant mieux. Celui d'une croissance de 1%, ça reste assez modeste. Et je pense qu'il faut, dans la période où nous sommes, quand même ne pas se payer de mots, ne pas vendre je ne sais quelle pensée magique. Nous ne sommes pas à l'aube de nouvelles 30 glorieuses. Nous sommes devant des années de croissance modeste et on peut craindre, pour le coup, qu'autant la prévision pour 2023 était un peu sous-estimée, celle pour 2024 risque de l'être un peu surestimée. Et bien justement, c'est la question, c'est le lien. 1,6% pour 2024, c'est la prévision du gouvernement. Pour beaucoup, sûrement pour vous aussi à vous écouter, elle semble un petit peu optimiste, avec une conjoncture, un contexte économique malheureusement qui se dégrade, les taux d'intérêt qui poursuivent leur remontée, les prix de l'énergie qui ont remonté un petit peu aussi. On a sur la guerre en Ukraine qui s'éternise, on a la Chine aussi qui ralentit, l'Allemagne qui cale et qui patine. On ne joue pas au Cassandre, mais les 1,6, ça semble compliqué. Mais bon. Moi, je suis très prudent avec les prévisions. Oui. On peut être démenti, et je préfère être démenti comme on l'est en 2023 qu'en 2024, parce que je joue toujours pour mon pays. Et je suis plutôt, encore une fois, fier et heureux que nous résistions dans une conjoncture très difficile. Cela dit, c'est vrai qu'il y a comme un certain nombre de nuages qui s'amoncellent, que les indicateurs de confiance se dégradent aussi. Et donc, sans être catastrophiste, et je parle du point de vue de mon rôle à moi, qui est notamment en tant que président du Conseil des finances publiques, de faire un avis sur les prévisions économiques, d'une part, et sur l'équilibre des finances publiques, 1,6, ce serait très bien. Voilà. Et puis, alors, il y a ça, il y a la croissance, et il y a les taux d'intérêt. Bon, il n'y a pas de flambée, mais quand on regarde les taux d'emprunt sur la dette française à 10 ans, on est dans la zone des 3,25%. Est-ce qu'on se dit quoi, que ça exerce une pression de plus pour plus de sérieux budgétaire? La France ne fait pas assez preuve de sérieux budgétaire? Incontestablement, il en faut plus. Vous donnez un chiffre qui est le résultat d'aujourd'hui, mais si on se met à début 2022, on a quand même 200 points de base de plus sur les taux d'intérêt à 10 ans. Colossal. Et ça se traduit par quelque chose de très pratique, c'est que la charge de la dette, le service annuel du remboursement de la dette, a déjà doublé. Il était de quelques 23 milliards d'euros en 2021. On sera à 70 milliards. On est à 46 cette année. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, 46 milliards d'euros, ça fait déjà le deuxième budget de l'État au niveau du budget de la défense. En 2027, à condition d'ailleurs qu'il n'y ait pas de nouvelle hausse de taux d'intérêt, je rappelle que 100 points de base en plus, c'est 30 milliards sur 10 ans, on serait à 71 milliards. 71 milliards, c'est proche du niveau du budget de l'éducation nationale, qui est à 75. Autrement dit, la dette publique peut devenir, le remboursement de la dette, le premier budget d'État. Et ça, David Jacot, je le dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre et qu'il faut absolument combattre. En même temps, il n'y a pas de défiance, Pierre Moscovici, des marchés financiers vis-à-vis de la dette française. Il n'y a pas aujourd'hui de pression comme ça pour une austérité à marche forcée. Je ne suis pas une agence de notation et je ne suis pas non plus un Cassandre. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on va vers la catastrophe, notre dette est soutenable. Autrement dit, elle est remboursable. Non, mon point de vue, il est un peu différent. C'est un point de vue d'intérêt général. Nous sommes dans une période, vous savez, le titre de la REF cette année, c'est « Demain ne meurt jamais ». Demain ne meurt jamais, à condition qu'on puisse investir pour le préparer. Or, quand vous avez un service de la dette à 75 milliards, par exemple, vous congelez 75 milliards d'euros, et si vous pensez que vous avez 34 milliards d'euros par an, le chiffre n'est pas contesté, après les moyens de le faire sont discutés, pour financer la transition écologique. Si vous pensez que nous sommes quand même en train de caler sur l'investissement en matière de recherche, d'innovation, qui est justement la préparation de l'avenir, la transition énergétique, la transition numérique,
Nous avons devant nous un mur, une montagne d'investissements. On ne peut pas se permettre d'avoir une dette de ce niveau-là. Vous savez, la dette publique, c'est une dépense. Et c'est la dépense la plus stupide qui soit. À quoi ça sert un euro de remboursement de la dette publique, sinon à la rembourser? C'est un euro en moins pour l'éducation, la sécurité, la justice, l'écologie. Oui. Et voilà pourquoi il faut vraiment faire un effort. Mais après, vous avez aussi le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, vous comprenez que n'importe quel gouvernement ne souhaite pas une consolidation budgétaire trop rapide, à marche forcée, au risque de tuer le petit pourcent de croissance qu'on a. Il ne s'agit pas de le faire à marche forcée. Je n'ai jamais été dans ma vie un partisan de l'austérité, je ne le suis pas devenu. Non, mais les Allemands, vous avez vu Je suis un partisan du sérieux pour investir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et de ce point de vue-là, je le dis, il faut avoir des objectifs assez ambitieux. Je pense que nous devons impérativement être nettement en dessous de 3% en 2027. Alors aujourd'hui, il faut dire, on est à 5%. Il faut quand même le rappeler. On n'est pas là pour s'auto-flageller. On est 4,7. 4,9% fin 2023. 4,9 fin 2023, probablement, oui. Mais on verra il faut quand même le dire, on est le pire élève de la zone euro. Pardon, on n'est pas là pour s'auto-flageller ou pour se taper dessus. Vous allez dans mon sens. Nous ne pouvons pas. Vous savez, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que si on veut éviter, si on veut que notre dette reste soutenable, justement, il faut éviter de décrocher les autres. Il faut être dans un mouvement de convergence. Vous savez quelle est la moyenne en zone euro pour 2024 ? Prévision de la Commission européenne que vous connaissez bien pour 2024, pour le déficit public moyen attendu en zone euro 2024. 2,4%. Absolument. On est à 5% nous, ce que cette année. Et je pense que ce n'est pas la place de la France. Ce que je constate, c'est que notre dette publique a augmenté plus que les autres. Ce que je constate, c'est que nous sommes 22... C'est vrai, ça. Oui. Je pensais que quasiment chez tout le monde, c'était 20 points. On s'est tous pris 20 points de dette publique dans la tête avec le Covid. Elle a augmenté plus. Je ne parle pas uniquement de la crise Covid, où là, chacun a fait à peu près 15 points de dette. Non, si on regarde sur une période plus longue, nous sommes en décrochage très clair par rapport aux autres. Je vais vous donner un chiffre, c'est ça. On a lancé l'euro en 2000. J'étais ministre des Affaires européennes à l'époque. Et à partir de ce moment-là, la France avait 58,9% de dette publique. L'Allemagne avait 58,9% de dette publique. Nous sommes donc 20 ans après. 20 ans après, l'Allemagne a 68% de dette publique, plus 10 points. Nous avons 110. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'écart est en train de se creuser considérablement. Donc, année après année, nous sommes endettés plus que les autres. Et les autres ont commencé à se désendetter. En effet, vous avez rappelé les chiffres sur le déficit. Nous, a priori, on sera nous continuons à nous endetter et nous nous désendettons moins vite que les autres. A priori, et ça n'est pas bon. On sera au-dessus de 4 fin 2024. Oui, 4,4, c'est ce qui est prévu. 4,4, 2,4. C'est 2 points d'écart par rapport à la moyenne de la zone euro. Est-ce que là, maintenant, ça devient problématique? Non, quand le reste de nos voisins... Ce n'est pas problématique, mais il faut garder la crédibilité. Et il faut avoir une constance, il faut avoir un cap. Et ce cap ne peut pas être qu'on continue à diverger. C'est la raison pour laquelle, bon, ok, on va rester les derniers, hein, ne soyons pas là-dessus mensongers, mais ne nous laissons pas décrocher trop. Autrement dit, tous les pays de la zone euro seront en dessous de 3% en 2025. Nous disons... 2027. 2027, ok, mais faisons-le de manière significative. Vous y croyez, vous? Je crois que c'est tout à fait jouable et que c'est nécessaire. Sinon, nous aurons effectivement à ce moment-là des pépins. Et pour le faire, il faut faire quoi? Il faut avoir une politique de croissance soutenue. Il faut avoir des économies de dépenses publiques, année après année, qui sont substantielles, qui représentent quelques 10 à 12 milliards d'euros. Et il faut les trouver. Il faut le faire de manière intelligente. Et il faut le faire dans une stratégie de finances publiques. Et ce que j'attends, moi, de la loi de programmation de finances publiques, qui va être déposée par le gouvernement dans quelques jours... Qui n'est pas contraignante. Non, mais enfin, elle doit être quand même très claire, un gage crédible. Nos partenaires européens, mais... C'est plus que ça. C'est plus que ça. Ça doit être quand même une loi de programmation qu'on respecte. Et le Haut Conseil des finances publiques, encore une fois, est chargé de mesurer les écarts par rapport à cette loi. Moi, je souhaite qu'elle soit à la fois avec des objectifs assez ambitieux. Vous voyez, le programme de stabilité de la France dit 2,6 en 2027 et commencer à inverser la dette significativement en 2026. C'est le minimum. Il faut que les hypothèses économiques soient réalistes et pas trop optimistes. Et il faut enfin que le chemin soit un chemin crédible, c'est-à-dire que soit dessiné année après année le quantum d'économie qui sera réalisé et comment on le fait. Et on ne sait toujours pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on, mois après mois, on a toujours cet objectif que le gouvernement met en avant, sous 3% en 2027. On ne sait toujours pas comment. On devrait le savoir dans quelques semaines. Encore une fois, comme président du Haut Conseil des finances publiques, j'attends que le gouvernement, et le Parlement l'attend aussi, dépose le projet de loi de programmation des finances publiques
dans quelques semaines, qu'il puisse être examiné par le Haut Conseil, que celui-ci donne son avis, et qu'ensuite le Parlement le vote, alors dans des conditions qu'on connaît. Hein. Je ne sais pas s'il y aura un accord, il y a le 49.3 qui est possible, une session devrait être convoquée à cet égard, et je pense que ce débat, il est technique, mais il est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il donne le cap, et parce qu'il indique en effet que nous avons l'intention, comme pays, de ne pas décrocher davantage en matière de finances publiques. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas en train de dire que notre dette n'est pas soutenable, je suis en train de dire qu'il faut que nous convergions et que pour ça, il faut que nous fassions des efforts. Autrement dit, le sérieux pour l'investissement, voilà le mot d'ordre que je propose. Bon, là je parle à l'ancien commissaire européen. Vu qu'on sera l'an prochain au-dessus de 3% de déficit, on va tomber sous le coup d'une procédure pour déficit excessif de la part de la Commission européenne. Mais on ne sera jamais sanctionné. Alors, il y a un coup de chance, qui n'est pas que de la chance, qui est que depuis la crise Covid, les règles sont suspendues. Pour l'année prochaine. Et qu'elles devraient être suspendues pour l'année prochaine. Cela dit, on ne sait pas ce qui se passera après, et c'est la raison pour laquelle il faut donner, non pas des gages, mais des signes de notre volonté. La Commission européenne... Pour vous, les règles européennes ne seront pas de discipline budgétaire, ne seront pas de nouveau appliquées en 2024 ? Je ne crois pas. Enfin, on va voir, parce que dans quelques semaines, il y a un débat très important sur la réforme de ces règles, et il me paraît évident qu'il faut d'abord les réformer avant de les réintroduire. Puis peut-être y aura-t-il encore un délai. Vous avez vu ce que les Allemands proposent ? Berlin réclame un seuil minimal de réduction de l'endettement de 1 point de PIB par an pour les pays dont les déficits sont supérieurs à 3%. La Commission propose 1,5 point, et à Paris, rien que le principe nous pose problème. Je conçois que le problème soit posé, de principe. Mais cela dit, quand on regarde le chiffre lui-même, honnêtement, je vous le dis, il faut réduire de plus d'1 point par an notre dette publique. Parce que quand déficit, pas de dette, déficit. Non, je parle de la dette. Moi, je parle en déficit. Non, pas de déficit, la dette. C'est bien de dette dont il s'agit. C'est de la dette ? C'est de la dette. Et 1 point par an de dette publique, c'est pas non plus la mer à boire. Ah, moi, je pense que c'est le déficit, parce que le déficit, ça me semble monstrueux. C'est impossible. Mais voilà. Mais bon, la rigueur allemande est telle que... Non, ils ne sont pas là-dedans. D'ailleurs, eux-mêmes ont quand même lâché ce qu'on appelle le debt break, le frein sur la dette. Et ils retrouvent maintenant un chemin un peu plus vertueux. Ils réduisent leur dette. Non, ce que je crois, c'est qu'effectivement, il ne faut pas s'encombrer de chiffres qui soient trop contraignants. En revanche, il faut quand même avoir un cap qui soit clair. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir un consensus sur la réforme, qu'ensuite on prenne le temps qu'il faut pour remettre les règles en vigueur, et que la France ait le souci de se mettre dans les clous des futures règles. La France, en tout cas, vous savez, la place de la France n'est pas d'être dans les 3 pays les plus endettés de la zone euro. Aujourd'hui, on est vraiment mauvais élèves en matière de déficit budgétaire en Europe. Oui, disons-le. C'est vrai que quand on regarde la pente, non pas le niveau, mais la pente, nous sommes effectivement ceux dont le déficit décroît le plus lentement, dont la dette décroît le plus lentement, qui sera le plus tard en dessous de 3%. Bon, il n'y a rien de dramatique, mais je pense qu'il faut maintenant donner des signes très nets que nous avons l'intention de, effectivement, remettre nos finances publiques en ordre. C'est fini, on l'entend depuis des dizaines de fois dans la bouche du ministre de l'économie. Pour vous, il est fini, quoi qu'il en coûte ? Si on dit que quoi qu'il en coûte au sens de on fait n'importe quoi, on dépense tout et on ne contrôle rien parce que nous sommes confrontés à un choc existentiel, le Covid. D'ailleurs, c'était pas tout à fait non plus on fait n'importe quoi, on dépense tout, on contrôle rien, mais c'est quand même on met tous les moyens nécessaires. Là, nous n'en sommes plus là. Nous sommes plus et heureusement d'ailleurs parce que le Covid c'était une menace sur nos vies. L'inflation, on connaît quand même, on en a déjà eu dans nos vies et c'est pas de la même nature. Bon, donc le quoi qu'il en coûte est fini, oui. En revanche, je dirais que ça coûte très cher, c'est pas fini. Quand on regarde comme le coût des aides, à la fois Covid encore, plus les aides énergétiques, ça représente encore le bouclier tarifaire, quelques 40 milliards par an. C'est beaucoup. Oui, ça s'éteindra, mais fin 2024. Donc on prend quand même le temps. Hein. Et de ce point de vue-là, ça continue de peser. On aurait pu débrancher plus rapidement tous les dispositifs. Moi, je ne suis pas dans la politique aujourd'hui. On est à la ref du MEDEF. Bruno Le Maire l'a rappelé, les impôts de production vont baisser, mais ce ne sera pas 4 milliards l'année prochaine, ce sera sur 4 ans. Il faut aussi que les entreprises fassent des efforts, on parle de sérieux budgétaire, il faut que tout le monde, même s'il n'y aura pas... C'est vrai que l'équation est quand même assez curieuse. Pas de hausse d'impôts pour les particuliers, nous a dit la Première ministre. Comment on fait pour boucler l'équation si il faut bien faire des efforts, non ? Il y a 10 ans, j'étais venu ici au MEDEF, enfin c'était pas ici, c'était à Jouan-Josas. Et quelques jours avant, j'avais prononcé une phrase qui est restée. J'avais dit que je comprenais le ras-le-bol fiscal que ressentaient les Français. Et je le comprends toujours. Quand on a 45,4% de prélèvements obligatoires,
D'augmenter les impôts n'est pas Mais une le idée. gouvernement dit avoir baissé de 50 milliards les impôts après, depuis De 2017. l'autre côté, et les impôts ont été baissés de 50 milliards depuis 2017, mais de l'autre côté, les recettes fiscales ont cru de manière extrêmement importante. L'administration fiscale fait bien son travail. L'économie française a eu une croissance... Tout en baissant les taux. Pourquoi on peut baisser les taux d'imposition et avoir plus d'entrées fiscales? Ça, c'est ce qu'on appelait la courbe de l'affaire. Je pense que nous n'en sommes plus tout à fait là. Disons que nous sommes au moment où la courbe s'inverse. Autrement dit, moi, mon mot d'ordre, il est un peu différent. Je dis que c'est impossible d'augmenter les impôts. Je dis aussi que pour les baisser, pourquoi pas, mais pas de baisse d'impôts sèche. Autrement dit, si on veut baisser certains impôts, soit pour financer tel ou tel... il faudra. Voilà. Soit pour redistribuer. À ce moment-là, il faut soit augmenter d'autres impôts, soit baisser la dépense publique à due concurrence. Mais nous ne pouvons plus aujourd'hui nous permettre une politique de baisse d'impôts sans contrepartie. Pourquoi? Parce que si on le fait, alors qu'on a une croissance faible, on fait du déficit. Et ça renvoie à notre première partie de discussion. Je dis très fermement, très calmement, très posément, mais aussi avec une forme, non pas de certitude, mais de conviction, qu'on ne peut pas rester à ce niveau de déficit. Et qu'il ne faut pas augmenter nos déficits. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il faut les réduire. Et comment est-ce qu'on fait pour réduire les déficits publics sans couper sauvagement dans les services publics, sans augmenter les impôts? C'est quoi la solution? Parce que j'ai vu que la Cour, cet été, a proposé un plan de 60 milliards d'euros d'économie d'ici 2027, ce qui permet d'ailleurs de revenir dans les clous. Nous n'avons pas posé de plan, c'est pas exact. Pas un plan. Mais nous avons fait 9 notes thématiques qui montrent comment on peut réformer des politiques publiques et trouver des ressources. Parce que les niches fiscales... Alors, les niches fiscales... Ça fait des années qu'on en parle. Écoutez, c'est comme 94 milliards d'euros. C'est plusieurs centaines de niches fiscales. C'est des niches fiscales qui ont été créées il y a très longtemps. On peut toujours trouver une explication. Non, mais vous savez, il faut quand même, les plafonner dans le temps. Il faut, les évaluer. Et il faut en revoir certaines. Et aussi, quand on parle par exemple écologie, éviter les niches fiscales dites brunes. Autre exemple, la politique du logement. On dépense 30 milliards d'euros par an, 2 fois plus que n'importe quel pays. En point de PIB. 2 fois, oui, mais c'est un montant considérable. Et à quoi ça sert la politique du logement, théoriquement? À construire du logement? On a une crise sans précédent. Le Pinel est supprimé, vous avez vu. J'ai vu, mais moi je ne critique pas ça du tout parce que 2 milliards. Ce que je constate, c'est que on n'a pas non plus de rotation dans le logement social. Et les deux objectifs que peuvent se fixer la politique du logement ne sont pas remplis. Conclusion, elle n'est pas efficace. Les aides aux entreprises, il y en a 460. Elles ne sont pas toutes performantes. Et donc, il faut faire l'exercice que savent faire nos voisins, que nous n'avons jamais fait, ce qu'on appelle une revue de dépenses publiques. Allez soulever le capot de la dépense publique. Moi aussi, on a eu la MAP sous François Hollande, on a eu la RGPP sous Nicolas Sarkozy, on a eu le CAP sous Emmanuel Macron, on a toujours eu des... On a eu des exercices budgétaires, on n'a pas eu d'exercice démocratique, ouvert, transparent, permanent de revue des dépenses publiques. Et il faut vraiment le faire. Pourquoi? Parce que les 60 milliards, c'est pas un plan de la Cour des comptes, c'est une estimation des besoins. Mais c'est pas une austérité. Encore une fois, ces 60 milliards, c'est pas casser le modèle social français. Pas du tout. Moi, je ne pars pas du tout d'ailleurs de l'idée qu'il faut faire ça de manière budgétaire. Autrement dit, commençons par examiner la dépense publique, commençons par examiner la qualité de la dépense publique, et de cela découlera des économies. Et donc les plus gros leviers, ils sont où alors? À la Cour des comptes, nous en avons identifié un certain nombre. J'ai cité l'éducation, j'ai cité le logement, j'ai cité les aides aux entreprises, j'ai cité les dépenses fiscales. Il y en a encore d'autres. Et il y a bien sûr aussi, dans les dépenses sociales, il y a un certain nombre d'inventaires qui peuvent être faits, parce que c'est là où nous dépensons plus que les autres. Mais vous coupez quoi dans les dépenses sociales? Moi, je ne suis pas là pour faire des propositions au gouvernement. Je suis là simplement pour faire des analyses, et je dis qu'il y a toute une série de dépenses publiques qui aujourd'hui ne sont pas efficaces. Prenons les deux exemples que j'ai pris jusqu'à présent, l'éducation et le logement. On dépense 75 milliards d'euros, plus le privé, près une centaine pour l'éducation. J'ai rien à dire là-dessus. Simplement, quand je vois que dans les classements PISA, nous ne cessons de reculer, je me dis que cette dépense, elle est mal allouée. Donc, on peut à la fois faire mieux, sans tout et plus. Le logement, il faut quand même revoir notre modèle en profondeur. Et ça, David Jacot, ça s'appelle des réformes. Et il faut les faire. Bon, des sentiments d'être écouté? Écoutez, oui. Par le gouvernement. Entendu, pas toujours. Oui. Mais vous savez, la Cour des comptes, elle est là pour quoi? D'abord pour être écoutée par le citoyen. Elle est là pour informer le citoyen. Elle livre, dans cette période de fake news, des analyses qui sont documentées, étayées, chiffrées, argumentées. Elle est utile pour ça. Le gouvernement, oui, il écoute. Nous avons un contact, un dialogue
permanent avec le gouvernement, avec l'administration. 75% de nos recommandations sont suivies. Je ne plaide pas d'ailleurs pour qu'elles le soient toutes, parce que je ne crois pas, moi, au gouvernement des juges ou des experts. J'ai trop de respect pour le politique pour vouloir prendre sa place. Je l'ai été pendant trop longtemps pour ne pas respecter son travail. Simplement, ce que je dis à un moment donné, c'est qu'il est temps aussi que cette question des finances publiques, qui est très technique, cette question de la dette publique, elle est très technique sans doute, mais elle est très politique aussi. Je disais, demain ne meurt jamais à condition qu'on investisse. Pour investir, il faut des moyens. Je ne sais pas comment on fait de bonnes politiques publiques, donc de bonnes politiques sans bonnes finances publiques. Voilà, merci de passer nous voir. Merci. Pierre Moscovici pour cet entretien. Le premier président de la Cour des comptes, invité d'Ecorama sur Boursorama, enregistré depuis la REF du MEDEF à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. Merci à vous. Merci à vous.